Bonjour à toutes et à tous, c'est notre 8e épisode sur l'actualité écologique de la semaine. C'est parti. Alors tout d'abord, cette semaine s'est terminée la COP28, vous savez la fameuse qui se tenait à Dubaï. On aboutit donc sur un accord qui mentionne la transition vers une sortie donc des énergies fossiles, mais qui bien entendu ne compte aucun objectif chiffré, ni aucune forme de contrainte comme d'habitude, ni aucun moyen mis derrière ce très vague objectif. Et en plus de ça, mauvaise nouvelle, le texte évoque le gaz comme une énergie de transition, alors que le gaz est un combustible fossile. Donc ça ne tient pas la route du tout. D'ailleurs, c'est un accord qui a été salué unanimement. On a parlé d'accord historique. Et d'ailleurs, il y a le PDG de Total Energy qui est d'accord avec ça. Excellent signe. Je vous rappelle que Macron avait emmené le PDG de Total dans ses bagages pour la COP28. Et donc lui, il dit par exemple justement que c'est un accord qui conforte sa stratégie, très rassurant toujours, et notamment sur la question du gaz dont je viens de vous parler. Non, ce n'est pas une énergie de transition dans un cadre de réchauffement climatique. Bref, autre chose importante, le même jour, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, s'est félicitée de ce que les prévisions de son secteur soient en croissance saine. Je vous donne les chiffres comme ça. Donc c'est pour la demande mondiale de pétrole en 2024. Ils pensent qu'on devrait consommer plus de 104 millions de barils par jour contre 102 millions en 2023. Tout va bien. Bon, je vous parlais de la France, donc Emmanuel Macron a emmené donc dans ses bagages le PDG de Total, mais aussi ceux de EDF et d'Engie et tout ça. Et alors il est trop content, vous l'avez entendu certainement, parce que le nucléaire est mentionné dans l'accord. Alors là, je vais nous citer notre bonne ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui a dit que c'était une reconnaissance historique et une victoire diplomatique pour la France. Par ailleurs, le président a réussi à négocier avec 21 autres États l'objectif de triplement de la capacité nucléaire à horizon 2050. Bon, tout ça, non, c'est pas du tout des mauvaises nouvelles. Bon, déjà, l'objectif de triplement, là, c'est juste complètement taré. Pour vous donner une idée, ça voudrait dire, pour obtenir cet objectif-là, qu'il faudrait construire 70 réacteurs nucléaires par an, donc sur les années à venir, sachant qu'aujourd'hui, on en construit approximativement plus ou moins 5 par an. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée du côté complètement irrationnel de cet objectif. Et en plus de ça, je rappelle que, en fait, même le PDG d'EDF considère que, par exemple, si on se mettait à construire un EPR2 là maintenant, le fait qu'il soit opérationnel en 2037, c'est optimiste comme objectif. Donc vous vous rendez compte le laps de temps qui se déroule. Or, pendant tout ce temps-là, tout ce temps qu'on consacre à la construction d'un réacteur nucléaire, tout cet argent qui est investi dedans, eh bien tout ça n'est pas consacré à des énergies de transition réelle, comme par exemple les énergies renouvelables, qui vont beaucoup plus vite à être mises en place. Et pendant tout ce temps-là, en fait, nos émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est qu'en fait, c'est pas du tout une énergie qui permet de faire face à la situation actuelle et surtout pas à l'urgence de la situation actuelle. Je tiens à le marteler parce qu'on l'oublie souvent. On nous dit toujours oui, il faut agir vite. Donc le nucléaire, c'est la solution parce que ça émet pas de gaz à effet de serre. Bah non, la construction, le temps de construction est 10 fois trop long pour que ça permette de remplir cet objectif-là si on y adhère. Donc en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est investir massivement dans les énergies renouvelables, puisque je l'ai dit, ça va beaucoup plus vite à être mis en place. Et puis, bien sûr, dans une véritable politique de sobriété, parce que la meilleure énergie, c'est encore celle qu'on ne consomme pas. Enfin, je termine par une bonne nouvelle. On a appris que la prochaine COP, la COP 29, serait accueillie par l'Azerbaïdjan, donc grand pays producteur de pétrole et de gaz naturel. On n'est pas bien là ? Alors, petit tour côté européen, où il y a plusieurs nouvelles qui concernent notamment les animaux. D'abord, je vais vous parler de l'ICE Fur Free Europe, qui veut dire donc une Europe sans fourrure. Et une ICE, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une initiative citoyenne européenne. En fait, c'est une forme de pétition européenne. Et en fait, quand cette initiative recueille plus d'1 million de signatures, donc qui sont réparties sur le territoire européen, je crois qu'il faut qu'il y ait au moins un quart des pays européens qui soient représentés dans ces signatures, eh bien, la Commission européenne est obligée de se prononcer sur le sujet. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle prend une décision qui nous va, mais elle est obligée, en tout cas, d'étudier cette initiative et de se prononcer dessus. Donc, il y en a une sur la question, enfin, une demande d'arrêt à la fois de l'élevage de fourrure, d'élevage d'animaux en vue de produire de la fourrure sur le sol européen. Il faut savoir que là, on parle en fait de fermes à fourrure. Je sais pas, vous avez peut-être déjà vu des images notamment de fermes
de visons. C'est vraiment des endroits où les animaux sont maintenant dans un confinement extrêmement dense, avec du coup tout un tas de blessures, d'automutilation. Enfin, là, on est vraiment très très loin de toute notion de bien-être animal. Donc ça, on veut l'interdire, mais on veut aussi, enfin cette ICE propose aussi d'interdire le commerce de fourrure sur le sol européen. Donc c'est une demande citoyenne très forte. Et la réponse de la Commission, alors c'est de commander une étude à l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'EFSA, et puis du coup, elle reverra un peu tout ça en 2026. Donc comme souvent, il est urgent d'attendre et de faire des études scientifiques, comme si là, on avait vraiment besoin de faire des études pour prouver que ces élevages ne sont pas compatibles avec une notion de bien-être animal, et puis surtout, on parle de quelque chose qui n'est pas nécessaire. On est tous capables de s'habiller sans fourrure. D'ailleurs, c'est une industrie, une économie qui est en perte de vitesse. Il y a aussi la question de justement la notion éthique qui est montée dans la population. Il y a la même quantité de stars ou créateurs de mode et tout qui ont pris des engagements pour dire moi, je porterai plus de fourrure, je ne produirai plus de modèles avec de la fourrure. Bref, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut se passer. Il y a une demande citoyenne en ce sens. Et bon, donc pour l'instant, on attend. Et puis donc la Commission européenne a enfin publié sa proposition de réforme du règlement pour le transport des animaux. C'est une réforme qui est très attendue depuis un moment déjà, et il faut savoir que le règlement européen qui régit le transport d'animaux, vous savez, les règlements européens, ça se traduit immédiatement dans la loi des pays de l'Union européenne. Donc il n'y a pas besoin de transposer comme pour les directives dans la loi française, ça s'applique directement dans tous les pays. Donc cette réforme, elle reprend pas mal de propositions, de préconisations d'une commission d'enquête du Parlement européen sur le transport d'animaux vivants qui avait eu lieu il y a quelques années, d'ailleurs dont Manuel Bompard était membre pour la France Insoumise. Et en réalité, donc il y a quelques avancées, mais notamment par exemple le transport d'animaux vers les abattoirs serait donc limité à 9 heures, alors que jusqu'à présent ça n'était pas limité. Bon, le problème c'est que par contre il n'y a pas de limitation de temps pour les autres types de transport d'animaux vivants. Or, en fait, on est dans un système complètement taré. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. On fait naître des veaux en Irlande pour les transporter en bateau jusqu'au port de Cherbourg, en France. De là, ils sont emportés en camion vers l'Espagne ou vers l'Italie pour être engraissés avant d'être transportés ailleurs pour être abattus. C'est ça qui se passe aujourd'hui à l'échelle mondiale, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Donc, il y a énormément d'autres transports qui concernent les animaux. Là, en plus, je vous parle d'animaux très jeunes, c'est-à-dire des animaux non sevrés. Et là non plus, il n'y a rien pour protéger ces animaux dans la réforme qui est proposée. Or, la commission d'enquête a démontré très clairement qu'on n'est tout simplement pas capable de transporter ces animaux non sevrés dans de bonnes conditions, tout simplement pour leurs besoins biologiques. C'est-à-dire qu'en réalité, pour la faire courte, il faudrait pouvoir sortir régulièrement les animaux des camions, les nourrir au biberon, parce qu'en fait, ils n'ont pas encore de réflexe de succion qui permettent de boire autrement, etc., etc. Il est évident que ce n'est absolument pas fait. Donc en réalité, on n'a pas les moyens actuellement de transporter dans de bonnes conditions les animaux non sevrés. Bon, bref, ça c'est pas pris en compte. Il n'y a pas non plus d'interdiction de transport d'animaux vers les pays tiers, c'est-à-dire pays hors de l'Union européenne, pays pour lesquels on n'a strictement aucune garantie quant à la façon dont les animaux seront traités après. C'est-à-dire qu'évidemment, ils n'ont pas les mêmes règles et obligations que celles qui sont dans l'Union européenne. Et bon, je rappelle que nous, par exemple, on porte l'interdiction de l'exportation d'animaux vivants, notamment parce que c'est à mon sens incompatible avec une notion de bien-être animal. Et il est possible de faire autrement. Il serait possible, par exemple, de mettre en place un système d'exportation de carcasses et non pas d'animaux vivants. Je veux aussi encore vous parler de l'A69, vous savez, l'autoroute Toulouse-Castres, qui est un projet extrêmement contesté, notamment par nous, et qui est malheureusement toujours en cours. Le gouvernement persiste et signe, Carole Delga, présidente de région aussi. Bref, vous avez peut-être entendu qu'il y a une pétition sur le site de l'Assemblée nationale pour qu'il y ait un débat sur cette question dans la commission du développement durable, commission dans laquelle je siège. Il va y avoir un vote sur la question de savoir si oui ou non on fait ce débat mercredi prochain, le 20
décembre, ce sera mercredi matin en commission du développement durable. Donc, je vous invite à faire deux choses. Un, si vous n'avez pas encore signé cette pétition, signez-la et faites-la tourner autour de vous. Parce que là, on est presque à 50 000 signatures, ce qui est vraiment un socle important et assez rare pour une pétition comme ça sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, ce serait vraiment important qu'on dépasse ce seuil des 50 000 signatures, ne serait-ce que d'un point de vue symbolique. Et ça pourra, avoir plus de poids lors du vote mercredi prochain. Donc signez cette pétition, faites-la tourner, on vous mettra le lien en barre d'infos. Deuxième chose, moi je vous invite aussi à contacter les députés qui sont membres de la commission du développement durable et qui auront donc à voter sur cette question mercredi prochain. N'hésitez pas à leur dire, vous pouvez les contacter via la page de l'Assemblée nationale, vous les trouvez facilement, et pour leur rappeler que c'est une demande citoyenne forte, qui a une vraie inquiétude, un vrai refus de ce projet pour des raisons tant écologiques que de justice sociale, etc., etc. Il y a une attente forte des citoyens, notamment localement, mais aussi nationalement, puisque c'est un dossier qui a pris une ampleur nationale. On s'est rendu compte de l'absurdité de mener de tels projets dans un cadre de réchauffement climatique et d'urgence écologique. Je rappelle que c'est un projet qui a été pensé à la base il y a 25-30 ans, qui n'a vraiment plus aucun sens aujourd'hui. Juste au cas où vous découvrirez ce projet, il s'agit de doubler une route nationale existante par une autoroute. On pourrait tout simplement réaménager la route nationale. Bref, et pour faire tout ça, on détruit des terres agricoles, des espèces protégées, des zones humides, etc., etc. C'est une catastrophe. Bref, rappelez qu'il y a toute cette attente derrière et qu'ils sont la représentation nationale et qu'ils aient bien ça en tête quand ils prendront leurs décisions et qu'ils voteront mercredi prochain. J'en profite pour dire que la mobilisation est toujours en cours contre ce projet. J'étais d'ailleurs samedi dernier à une manifestation sur place donc du côté de Castres, et notamment parce qu'il y a beaucoup de collectifs qui se montent contre les usines à bitume, parce que pour construire cette autoroute, eh bien, on est en train de vouloir construire des usines à bitume. Il y en a qui sont déjà en place, donc il y en a plusieurs qui sont prévues autour de l'autoroute, dans des villages, des villes alentours. Et donc, il y a des collectifs d'habitants qui se mobilisent, mais aussi des collectifs de paysans. Et ils ont bien raison, parce que, figurez-vous, moi j'ai été confrontée justement à une usine à bitume, alors elle qui était temporaire, tout près de ma circonscription, à Gragnac. On s'est mobilisé avec des élus locaux qui étaient d'autres communes aussi, qui étaient impactés par cette usine. Moi, je me suis rendue sur place pour me rendre compte de ce que ça représentait comme nuisance. Je peux témoigner d'odeurs épouvantables, de gorge qui pique, des yeux qui piquent. Alors, on me dit qu'il n'y a aucun problème d'un point de vue sanitaire, mais honnêtement, pour être resté dans ces fumées-là pendant quoi, je sais pas, 30-40 minutes et me ressortir avec vraiment la gorge qui pique et tout, ça pose quand même question. Et puis surtout, les habitants m'ont montré des linges qu'ils avaient laissés à sécher dehors et qui sont maculés de taches noires. Donc se pose quand même la question des rejets de ces usines, et donc moi je comprends les paysans qui se mobilisent notamment. Il y avait par exemple un maraîcher bio qui était tout près de cette usine à Gragnac là, et qui effectivement s'inquiétait de savoir ce que devenait la qualité des légumes qu'ils produisaient. Bref, il y a ce sujet là, mais il y en a un autre, c'est que derrière ces usines à bitume, il y a aussi des carrières, en l'occurrence les carrières en Ariège, des gravières, pardon, sont des carrières en fait justement où on creuse dans la terre, notamment dans la nappe phréatique de l'Ariège, pour produire en fait des granulats qui vont ensuite être envoyés à ces usines à bitume, bref, qui servent à construire l'autoroute A69. Et là aussi, ça pose d'énormes problèmes, il y a d'énormes mobilisations d'ailleurs localement aussi, parce que ces carrières, là des fois elles sont à ciel ouvert, donc il y a un vrai problème d'évaporation tout simplement de l'eau, mais en plus il y a évidemment une question de pollution énorme. Or, on sait bien qu'aujourd'hui, on fait face non seulement à une raréfaction de la ressource en eau, mais en plus à un problème de pollution massive. On a de plus en plus d'alertes d'eau potable qui ne l'est plus, parce que justement trop polluée. Donc en fait, il faut bien comprendre que derrière les destructions directement produites par les travaux de la 69, il y a tout ça aussi autour. Toute cette destruction-là, toutes ces conséquences écologiques, voire sanitaires, dramatiques. Et je termine avec une bonne nouvelle, vous l'avez vu, la voiture électrique à 100 € par mois, c'est parti! Magnifique communication du président qui se filme en selfie, c'est magnifique. Et de l'ensemble du gouvernement qui se réjouit de ce cadeau de Noël pour la population. Ça y est, vous allez pouvoir avoir votre voiture électrique. Bon, il y a un petit bémol, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des conditions à remplir pour ça. Et elles sont tellement drastiques qu'en réalité, ça va concerner moins de 25 000 personnes. C'est l'Élysée qui le dit, c'est même pas moi. Donc ce sont leurs chiffres. Donc bon, encore une fois, c'est raté, c'est ridicule et c'est même indécent parce que là, il y a beaucoup de gens en fait qui
qui en réalité attendent une solution, parce qu'il y a énormément de gens dans notre pays, notamment dans les zones rurales par exemple, qui sont contraints et forcés de prendre leur voiture pour se rendre à leur travail, chez le médecin, etc., et qui attendent des solutions de ce type, en tout cas qui aimeraient pouvoir avoir un véhicule qui est moins polluant. Donc bon, encore une fois, c'est raté, et nous ce qu'on dit, c'est qu'on ferait beaucoup mieux d'investir l'argent qui est mis là-dedans dans une véritable politique de transport en commun et puis de services publics, d'une manière générale, qu'on voudrait voir beaucoup plus nombreux et beaucoup mieux répartis sur l'ensemble du territoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à ma chaîne YouTube et à faire passer tout ça à vos amis, vos familles, tout ça. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.